Je remercie Monsieur Koutelek de me permettre de vous parler d'intégrité, plus précisément d'intégrité scientifique. Je vais baser mon propos sur mon mémoire de Master 1 de l'année dernière qui s'intitulait « La fabrique du chercheur ou la fabrique de l'imposteur ». En fait, on se rend compte que le temps est au centre de la recherche. Il faut publier vite et de préférence dans un journal à haut impact factor. Mais il faut publier beaucoup. Une doctrine est née, c'est « publish or perish », publier ou périr. Cette doctrine est définie comme une attitude ou une pratique existant au sein des institutions académiques où des chercheurs sont mis sous pression pour produire des publications dans des journaux afin de maintenir leur position et leur réputation. Cette doctrine impose aux chercheurs un rythme, une vitesse dans l'élaboration, le déroulement et l'analyse des projets comme objectif de publier. Il est intéressant ici de différencier objectif et finalité. L'objectif ou encore la cible ici est de publier un, voire plusieurs articles, de préférence dans les revues de rang A, donc à haut impact factor. Si nous tenons compte de la finalité, définie comme ce qui permet de donner une direction à une action, une orientation, nous penserions à l'impact non seulement pour nous, mais aussi pour le monde de la recherche et la société. Cette doctrine peut être vue sous deux points de vue. Elle peut être bénéfique car un chercheur doit publier, il doit partager ses résultats, doit partager ses connaissances, c'est une obligation éthique, soit c'est nocif car cela pousse un chercheur à aller au-delà de ses limites. Ce lien à la temporalité devient une sorte de norme pour tout chercheur, que tout chercheur connaît et subit également. Isabelle Stanger, dans le livre « Une autre science est possible », caractérisera ce type de chercheurs comme des chercheurs somnambules qui seraient nés dans un laboratoire qui définit le gain de temps, la vitesse comme un impératif. En fait, ce sont des personnes aux aguets, attentifs aux possibilités de présenter ce qui compte pour eux d'une manière qui intéresse quiconque et susceptible de valoriser ses résultats. Nous sommes donc dans une forme de paraître, de semblant, d'illusion, de ruse, d'imposture, qui, grâce à cet attachement au temps, a permis la dépendance, l'évolution de cette doctrine. Mais au final, qu'est-ce que la recherche ? Selon Comstock-Gary, la recherche est une enquête systématique, comprenant le développement, les tests, l'évaluation, conçue pour se développer ou contribuer à la connaissance globale et donc le savoir. C'est en soi une activité humaine qui implique non seulement une capacité de raisonnement, mais aussi des émotions et des attitudes. Le chercheur est un être humain, où tout peut l'influencer. Certaines personnes qui s'engagent dans les manquements seraient des calculateurs qui mesurent constamment le coût potentiel et les bénéfices et essayent de tirer profit de chaque opportunité. Ces manquements peuvent apparaître du fait qu'un chercheur est stressé ou sous pression. Qu'est-ce qu'un bon chercheur ? Les chercheurs ont l'obligation d'honorer la confiance que leurs collègues leur accordent. Les chercheurs ont une obligation envers eux-mêmes. Les chercheurs ont l'obligation d'agir de manière à servir le public. Ces normes discréditent tous les chercheurs habités de conduites transgressives, trahison, ruse, mais prodiguent une recherche intègre, responsable et éthique. Pour une bonne recherche, ne faut-il pas laisser une marge de manœuvre, un temps nécessaire ? Cette question soulève une autre notion, celle de l'échec. Mais en pensant à la finalité, il sera intéressant de voir si la recherche ne ruserait-elle pas pour éviter l'échec et donc créer des imposteurs. Tout d'abord, je vous parlerai du lien entre méthode et éthique dans les publications, puis de cette notion d'échec en recherche et de son lien avec la faute et l'erreur. Et enfin, de cette fabrique de l'imposteur. L'élaboration du protocole, la récolte des données scientifiques, les tests statistiques doivent respecter certaines normes, certaines règles, et finalement seraient comme un engagement éthique envers soi-même, envers ses collaborateurs, et sans oublier la société. Mais nous nous rendons compte qu'il existe différents textes permettant de savoir comment un chercheur devra agir dans chaque étape du projet. Il existe trop de textes que tout chercheur, que tout jeune chercheur
peut s'y perdre facilement, voire même ne pas prendre note, car c'est une vraie perte de temps. Cette pluralité des normes, des règles est basée sur des faits et des observations. Mais qu'en est-il de l'aspect pratique ? La discussion permettrait peut-être de faire mieux comprendre l'importance de l'éthique de la recherche et de son indissociabilité avec l'intégrité scientifique et la responsabilité sociale des sciences. Se questionner pour mieux agir. Selon Gary Comstock, l'éthique, c'est se poser des questions et répondre par des arguments sur ce qui est vrai, faux, bien, mal. Finalement, l'élaboration du protocole, la récolte de ces données, l'analyse de ces résultats avec des tests statistiques sont trois événements susceptibles de développer des erreurs, donc différencier le vrai du faux, voire des fautes, différencier le bien du mal. En recherche, nous distinguons deux catégories d'éthique, celle qui concerne l'expérimentation sur des sujets humains et celle qui concerne l'expérimentation animale. Dans les deux cas, l'éthique de la recherche est considérée comme une démarche réflexive sur les valeurs et les finalités de la recherche scientifique. Toutes les recherches impliquant des sujets humains doivent être menées conformément aux principes éthiques, principes à respecter. Nous en caractériserons trois: le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance et le principe de respect. Ces principes nous montrent l'importance du respect de la dignité de la personne humaine au-delà des intérêts personnels du chercheur, des laboratoires et des organismes pharmaceutiques. Privilégier les bénéfices par rapport aux risques que toute personne peut encourir. Concernant maintenant l'expérimentation animale ou encore l'éthique de l'expérimentation animale, il faut un choix pertinent du modèle animal pour le projet, mais pertinent au sens de pertinent pour l'homme. De ce fait, il faut éviter une utilisation excessive d'animaux de laboratoire. Il serait préférable de respecter trois règles, les 3 R, des alternatives aux expérimentations animales. Donc réduction du nombre d'animaux, raffinement des techniques et des procédures, et remplacement du modèle in vivo par des modèles in vitro ou in silico. Finalement, 2 éthiques sont présentes ici, montrant ce qui est vrai, ce qui est bien, en opposition à ce qui est faux, et ce qui est mal. Un protocole, une récolte de données, une analyse statistique, intègre, responsable, induit le succès du projet et la publication de l'article. Il faut donc des résultats positifs, des résultats significativement différents. Cela représente finalement la surface de l'iceberg. Malgré le bon déroulement du projet, l'hypothèse de recherche peut être rejetée du fait d'une absence de différence significative. C'est un résultat négatif, c'est un échec. Et c'est une perte de temps, et c'est surtout le contraire du succès. On va passer du coup à la partie l'échec en recherche. Et on va d'abord s'intéresser à la faute et voir si cet échec, finalement, il peut pousser à la faute. Cela soulève 3 questions sous-jacentes, si on se réfère à la définition de l'échec. Si l'échec est un résultat négatif d'une tentative, comment pouvons-nous accepter un projet de recherche qui se concrétise par un manque de réussite ? Tout cela serait une perte de temps, mais c'est aussi une perte d'argent. Si l'échec est synonyme de défaite et d'insuccès, comment pouvons-nous faire évoluer la carrière du chercheur ? Ce chercheur qui veut atteindre l'excellence, avoir la reconnaissance, tout cela pouvant engendrer de nouvelles personnalités, telles que le narcissisme, être attaché à soi-même, l'égoïsme, agir dans son propre intérêt, le machiavélisme, être enclin à tromper. Mais finalement, la peur de l'échec et donc d'être exclu de la communauté scientifique, de la communauté des chercheurs excellents, ne va pas pousser le chercheur à flirter avec la ligne rouge de l'intégrité scientifique. Et donc, un chercheur habité par la doctrine publish or perish percevrait l'aspect négatif de cet échec et donc serait tenté par la faute et donc par la fraude scientifique. Tout cela revient à écrire l'histoire pour embellir ses résultats dans le cadre d'une course aux publications, une course au financement, une course pour l'excellence, la reconnaissance. Cette nouvelle histoire où l'échec n'a pas sa place pourrait franchir les limites de l'intégrité scientifique. La faute qui franchit cette limite est à différencier de l'erreur.
Cette erreur et son lien direct avec l'échec ne serait-elle pas un frein au processus de vérité et de connaissance scientifique? En recherche, il existe différents types d'erreurs. Les erreurs expérimentales, les erreurs d'interprétation, d'élaboration de bases de données, d'utilisation des logiciels de statistique, toutes ces erreurs qui peuvent engendrer l'échec du projet. Mais cet échec peut survenir sans une once de faute ou d'erreur. Avant de passer à la fabrique de l'imposteur, je vais vous donner quelques exemples donc, tirés de mon stage en Master 2 recherche, donc, sur lequel je base mon mémoire. En fait, je travaillais donc, sur les investigations des effets d'une supplémentation associée à un entraînement par intervalle à haute intensité. C'est des personnes âgées obèses. Et j'analysais en fait le tissu adipeux. Donc, on faisait des biopsies à ces participants avant et après cet entraînement. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, comme dans tout protocole, les participants devaient signer une feuille de consentement. Et en fait, on avait 2 protocoles d'entraînement, donc un à intervalle et un autre en continu. Et certains participants on n'a pas eu le temps de leur faire signer la feuille de consentement, mais ils ont quand même participé au projet. Et en plus, sur ces feuilles de consentement, on décrivait le protocole. Et ce protocole-là, il ne correspondait pas forcément à ce qu'ils allaient faire. Et ma grande question, c'était pourquoi ne pas avoir fait 2 types de feuilles de consentement en fonction du protocole. Et c'était bien sûr une question de temps. Ça prenait trop de temps en fait, par rapport au comité d'éthique pour éditer un autre papier. On a eu aussi un autre problème, c'est qu'il y a des participants qui étaient supplémentés. Finalement, ce produit-là, on n'en avait plus au bout d'un moment. Donc, au lieu d'arrêter le projet et de recommencer plus tard, finalement, on a mis tous les participants sous placebo. Et quand on a reçu le produit, on a donné le produit test qu'aux participants qui s'entraînaient bien. Et donc, bien sûr, les participants se sont quand même posé des questions parce que la poudre, en fait, finalement, n'était pas pareille, c'était pas la même consistance. Voilà. Bien sûr, c'était des personnes âgées obèses. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on faisait un entraînement de 3 mois. Et c'était sur des elliptiques. Et donc, ils devaient faire 30 secondes à 80% de la fréquence cardiaque maximale pendant 30 secondes, suivi de 1 minute 30 à 65% de la fréquence cardiaque maximale. Donc, tout ça, c'était pendant 30 minutes. Et c'était 3 fois par semaine. Autant vous dire que c'était... ils ne tenaient pas 30 secondes. C'était trop. Pour eux, le premier jour, on a eu un participant qui s'est évanoui. Et ils ne faisaient pas réellement 3 mois d'entraînement parce que c'était des personnes qui ne s'étaient jamais entraînées, qui n'étaient jamais allées en salle, donc l'elliptique, ils ne connaissaient pas. Donc on avait quand même une grande période d'adaptation finalement. Et en plus de ça, on se disait 80% de la fréquence cardiaque maximale, mais cette donnée, en fait, elle n'a jamais été mesurée. Donc on leur disait juste, donne tout comme tu peux. Et après, on faisait un petit repos, voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est que finalement, le papier est sorti là au mois de décembre. Sur le papier, on ne va pas voir tout ça. Sur le papier, on va voir que c'est une randomisation en double aveugle pour la supplémentation, qu'ils ont fait 30 secondes à 80%, suivi de 1 minute 30. Enfin, ça correspond réellement, pas à la réalité. Et en plus de ça, j'avais donc fait donc tous ces tissus adipeux que j'avais prélevés, je les avais mis en culture, donc en présence ou pas du produit test. Et bien sûr, en fait, ce qui était intéressant, en fait, c'est que c'était une manip qui a été faite chez l'animal qu'on voulait tester chez l'homme. Donc chez l'animal, ça avait marché, donc c'était chez le rat, et on voulait le tester chez l'homme, sauf que ça n'avait pas marché. Et bien sûr,
c'était l'échec du projet, mais c'était un problème qui venait de moi, pas forcément du protocole. C'était impossible que ça ne marche pas. Et dans l'article, ça marche, hein, mais ce produit-là, c'est un miracle. Mais voilà. Donc, finalement, pour moi, c'était un échec, mais pas vraiment, parce que ça prouve juste que des manips chez l'animal ne peuvent pas forcément s'appliquer chez l'homme. Il faut adapter. C'est pas du tout pareil. Et en plus de ça, si un participant, au bout de 3 mois d'entraînement, finalement, ses paramètres, sa masse grasse ou sa masse musculaire ne variaient pas trop, parce qu'il n'y a pas de différence significative, finalement, pour nous, c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de soignants dans la salle. C'est quand même important qu'une personne âgée maintienne sa masse musculaire. Pas la masse grasse forcément, mais au moins la masse musculaire. Mais tout ça, on s'arrête toujours sur les statistiques. Il faut une différence significative. Il n'y en a pas. Et on passe à autre chose. Pourquoi donc revenons donc du coup sur cette hypothèse. Donc on a une hypothèse de travail, mais finalement cet échec en recherche va prouver une seule vérité, c'est que notre hypothèse est fausse. Si on se réfère à la définition de vérité, nous dirons que cette hypothèse fausse, cette hypothèse qu'on a rejetée, est une réalité. Elle correspond à ce qui est vrai, est une affirmation, est comme une conviction intime. La conviction du chercheur n'est-elle pas la réussite, le progrès, l'enrichissement, la découverte? En fait, cet échec, il fait évoluer la connaissance et le savoir. Mais cet échec, il crée aussi une nouvelle personnalité, l'imposteur. C'est un artiste de l'illusion. Il est rusé comme un renard. Pour exister, il a besoin de normes, de les connaître, de les comprendre pour mieux les contourner. Car la norme, tel un instrument de mesure, n'accepte aucun manquement, aucun écart, aucune transgression. Certes, respecter les normes est le b.a.-ba de tout imposteur, mais respecter ne veut pas forcément dire appliquer. L'illusion est au centre de l'imposture. Cet imposteur baigne dans cette illusion, mais il baigne également dans la ruse. Cette ruse comme un art de tromper, à ne pas confondre avec la triche. Prenons l'exemple de l'imposteur scientifique. Ce type de chercheur doit publier pour ne pas périr, ou faire périr la science. Il a besoin de financement, il a besoin d'être reconnu par la communauté scientifique. Il a besoin d'exister, et publier pour lui, c'est survivre sous cette pression. L'échec l'empêche de survivre. Mais si cet échec est accepté, reconnu comme une connaissance, une découverte ou même un succès, alors cela permettrait la fabrique d'un chercheur honnête au profil d'un chercheur imposteur. Qu'est-ce qui pousse alors un chercheur honnête à dépasser la limite de l'intégrité scientifique pour devenir un imposteur scientifique? Ce serait le rôle de la règle, de tracer cette ligne droite, et le rôle de la norme, d'ajouter de la rigueur et de la précision à ce tracé. Une ligne pour le temps, pour la pression, la négligence et l'inattention. La science a réellement besoin de valeurs comme l'honnêteté, la loyauté, la responsabilité, mais a également besoin de développer son savoir. L'imposteur n'accepte pas l'échec comme une connaissance, mais le chercheur honnête, habité de la valeur de transparence, pourrait l'accepter. La transparence permet une parfaite accessibilité de l'information, et donc de toutes les informations. Cela inclurait donc les résultats positifs et les résultats négatifs. L'échec, source de savoir, changerait finalement la perception de la science. Ne faudrait-il donc pas changer la définition du succès, les critères de publication, les critères d'évaluation, car l'échec permet finalement de voir l'iceberg en entier et pas seulement ce qu'il y a en surface. Ces manquements à l'intégrité liés à l'échec engendrent un manque de confiance dans les publications scientifiques. Si le nombre d'articles rétractés sur le modèle animal augmente, alors quel futur pour la recherche chez l'homme? L'éthique de la recherche, indissociée de cette intégrité et de la responsabilité, est une notion primordiale du fait qu'elle intègre les normes,
les principes, les concepts, les conséquences, les valeurs et la finalité. Car nous voyons bien que si nous nous intéressons qu'à l'intégrité scientifique, la fabrique de l'imposteur devient plus facile. Je vous remercie pour votre attention.